Consommation, droit, santé, éducation, culture. N, c'est la première. Ligne directe. 11h midi, Géru Chaouaya. Tous les jours, ou presque, nous en entendons parler. L'économie de notre pays, les difficultés que nous traversions avant le 13 mai et les conséquences directes et indirectes de cette crise. Dans la crise, on parle de 264 milliards de dégâts en francs CFP, de 900 entreprises détruites et de 25% du PIB détruit aussi. Mais concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Qui mieux ceux aux côtés des chefs d'entreprise ou de ceux qui font les entreprises pour répondre en partie à cette question? Avec moi aujourd'hui, David Guyenne, le président de la CCI. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, c'est Jean-Marc Burette. Vous êtes le secrétaire général de l'USWING. Bonjour. Bonjour. Et en face de vous, c'est Bertrand Courte. Vous êtes le vice-président du MEDEF. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous. Bien sûr, Ligne Directe, c'est votre émission. Si vous souhaitez participer à l'émission, témoigner ou bien poser des questions, vous êtes les bienvenus au 258 258. Ligne Directe, aujourd'hui, on parle économie. C'est parti. N, c'est la première. Ligne Directe. 11h midi, Géru Chaouaya. Alors j'ai donné des chiffres, 264 milliards de francs CFP de destruction, 900 entreprises détruites, 25% du PIB détruit. Aujourd'hui, on est le 30 octobre, c'est les chiffres qui datent du 18 octobre. Aujourd'hui, on est le 30 octobre. Est-ce que les chiffres ont un petit peu évolué ou on en est à peu près de tout cela ? Donc, je pense que le bilan, effectivement, il est stabilisé sur ce que vous dites. Et évidemment, il est dramatique. En fait, il faut juste comprendre que les 260 milliards de destruction, ça correspond à 30% de l'outil productif de toute la Nouvelle-Calédonie. Et que cet outil productif permettait de créer de la richesse, de l'emploi, de la richesse globale qu'on appelle donc le PIB. Et donc, cet outil productif permettait de créer 20% ou 25% du PIB calédonien. Aujourd'hui, on n'a plus cet outil productif, donc on n'a plus cette richesse en face. Et c'est là que toute la situation est dramatique. C'est comme si un ménage, du jour au lendemain, parce que, imaginons qu'il a perdu sa voiture ou qu'il a perdu des choses qui lui permettaient de créer des revenus dans son foyer, eh bien, il ne les a plus. Et il doit faire face à tous ses engagements avec 25% de ses revenus en moins. Et donc, concrètement, quand on parle du PIB détruit, c'est une partie de réponse que vous nous donnez là. Oui, en fait, il faut comprendre aussi qu'il y a deux situations. Il y a la première partie qu'on va appeler les émeutes et les destructions. Donc, c'est la phase de sidération qui aujourd'hui nous touche encore. Mais il y a un deuxième effet qui est la crise qui s'ensuit. Et là, on y est en plein dedans. Et les effets de cette crise, on est pour l'instant sous perfusion avec des aides, par exemple, mais on n'a pas encore résolu cette relance. On est dedans. Ce qui va permettre de s'en sortir, tout simplement. Peut-être un élément de réponse à ajouter. Oui, pour compléter les propos de David, c'est important. On parle souvent effectivement des 260 milliards d'entreprises détruites. Il y a les entreprises qui restent aussi et qui sont en grande difficulté. En grande difficulté parce que forcément, il y a une chute d'activité. Il y a une chute d'activité parce qu'il y a moins d'entreprises. Il y a une chute d'activité parce que les gens quittent la Calédonie. Donc, ça apporte moins de travail aux entreprises, moins de possibilités, moins de richesses. Ça les met en difficulté. Du coup, on va faire du chômage partiel. Du coup, on va faire appel aux mécanismes bancaires pour pouvoir tenir et payer un peu les salaires, payer les fournisseurs, payer la CAFAT et les services fiscaux. Mais c'est vraiment de l'économie, en fait, qui est maintenue en vie, qui est branchée. Si on débranche le fil, c'est terminé. En fait, les chiffres que l'on a, ils sont, enfin, il y a à ajouter à cela des entreprises qui, elles, pourraient encore s'ajouter être des conséquences indirectes du 13 mai. En fait, il faut comprendre que les entreprises qui ont été détruites, elles ont aujourd'hui leur circuit à travers le travail auprès des assurances. Elles ont leur circuit pour se redresser. Ça va être long, ça va être difficile, on ne le nie pas. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les conséquences sur les entreprises qui n'ont pas été détruites,
Pour vous raconter une histoire, la CCI, nous, on visite des entreprises chaque semaine. Et moi, mon entreprise a été détruite, a brûlé au mois de mai. Et au début, ces entreprises venaient me dire David, on est vraiment désolé pour toi, sois fort dans cette épreuve. Et aujourd'hui, j'ai de plus en plus de chefs d'entreprise qui me disent David, tu as peut-être de la chance d'avoir brûlé parce que nous, on n'arrive pas à s'en sortir. Et quand on entend ça, c'est vraiment c'est d'une détresse absolue, c'est tellement fort. Ça veut dire que les aides qui ont essayé un peu d'apporter de la trésorerie, c'est comme le sang dans nos organes, ça vient nous nourrir. Ces aides, elles ne suffisent pas. La plupart des entreprises ont sollicité ou des aides du chômage partiel ou des subventions de l'État. Mais aujourd'hui, plus de 50% des entreprises déclarent une baisse d'activité, donc des entreprises non détruites, déclarent une baisse d'activité supérieure à 40%. Par rapport à l'année avant émeute, certaines des baisses d'activité jusqu'à 80%, plus de 57% des entreprises sont confrontées à des problèmes de trésorerie. Ça veut bien dire que les systèmes d'accompagnement et d'aide ne suffisent pas. Et là, justement, beaucoup de choses se sont passées depuis le 13 mai, des aides qui ont... il y a eu des aides d'urgence qui ont été apportées. Est-ce que ces aides, ce que vous dites, c'est qu'elles ne suffisent pas? C'est surtout, on a souvent parlé des petites entreprises pour qui ça a pu être une réelle aide, mais c'est les grandes entreprises qui sont plus en difficulté aujourd'hui? Les grandes entreprises ont des difficultés un peu différentes de fait de leur taille au départ. Beaucoup parmi les grandes entreprises, celles qui restent, j'entends bien sûr, ont fait des plans de licenciement parce qu'elles n'ont plus l'activité qui va en face pour pouvoir maintenir les emplois. Ils ont utilisé tous les dispositifs possibles de chômage partiel. Le problème qu'on a aujourd'hui sur les dispositifs, c'est leur visibilité et leur échéance. On prend aujourd'hui le chômage partiel spécial exaction. Là, on l'a eu pour 2 mois. Quand on sait que pour faire un licenciement économique, il faut plusieurs mois, en 3 à 4 mois, les 2 mois ne suffisent pas. Ça veut dire que les entreprises entament le plan de licenciement économique, faute de visibilité. On ne peut pas aujourd'hui se contenter d'annonces à la semaine ou au mois. Un dispositif d'aide, il faut qu'il soit sur 6 mois minimum pour donner de la visibilité aux gens. S'il n'y a pas cette visibilité-là, les gens se mettent en mode survie. Et généralement, ça se traduit après par des plans de licenciement des entreprises. Juste pour compléter sur les petites entreprises, je rappelle que 85% du tissu économique calédonien est fait d'entrepreneurs individuels ou de toutes petites entreprises. Elles ont été gravement touchées. On a perdu plus de 600 entrepreneurs individuels qui sont donc allés en faillite. Vous mentionnez les subventions, est-ce que les aides suffisent ? La CCI s'est battue pour qu'il y ait un minimum. Et on l'a obtenu par l'État. Et effectivement, ce minimum permet une survie pour des entrepreneurs individuels qui sinon n'ont rien pour faire face n'ont pas de chômage partiel, n'ont aucun mécanisme pour faire face à leurs engagements. Donc oui, les petites entreprises, c'est aussi un tissu capital qu'il faut préserver. Et le fait que les subventions de type FSE soient reconduites, et encore, on n'a pas encore tous les formulaires, soient reconduites normalement jusqu'à la fin de l'année, est une bonne chose. Mais les versements... En fait, c'est qu'on prend un peu de souffle, mais c'est pas la grande bouffée d'air frais, quoi. Voilà, les versements sont trop tardifs. Aujourd'hui, les versements sont à peu près à jour jusqu'au mois de juillet, à 90%. Au mois d'août, les formulaires viennent de sortir, mais on n'a rien pour septembre, octobre, novembre, décembre. Donc c'est quand même assez problématique, la situation dans laquelle on met les Calédoniens mentalement en termes de charge psychologique est assez difficile. Moi, je voulais juste rebondir sur votre question, sur la notion de est-ce que les aides ont été suffisantes ou pas. Moi, je ne parle pas d'aide. Il y a eu des aides, des subventions qui ont été données, mais très minimes. Je parle plutôt d'emprunts qui sont concédés à Nouvelle-Calédonie. Donc, on est bien sous forme d'emprunts. Donc, ce ne sont pas des aides ni des subventions, ce sont bien des emprunts. Ces emprunts, ils sont octroyés sous conditions. Et les conditions, c'est quand même de réviser notre modèle économique. Et nous, on est profondément contre.
à l'USREC, on estime qu'il y a plusieurs pas de temps. Le premier pas de temps, c'est effectivement trouver des solutions pour les Calédoniens, parce qu'on n'est pas du tout dans le schéma Covid. Le schéma Covid, l'outil productif n'a pas été détruit. Donc c'était au lendemain... C'est une adaptation un petit peu de notre... Voilà, au lendemain du Covid, l'outil productif s'est remis en marche et ça a permis de la consommation, de la croissance, etc. Là, aujourd'hui, il y a une destruction massive. Donc ça veut dire que, quoi que l'on fasse, pour remettre cet outil de production, il faudra au minimum 3 à 4 ans. Parce que les assurances, le délai moyen, c'est 2 ans pour couvrir les gros sinistres. On n'est pas en train de parler d'une maison, on n'est pas en train de parler d'une voiture, on est en train de parler d'entreprises qui ont été brûlées et qui représentent des sommes colossales. Donc forcément, on va rentrer dans un jeu de négociation d'abord, après de désaccord, puis après peut-être de tribunal. Donc c'est minimum 2 à 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 2 à 3 ans pour la population calédonienne? Nous, on est extrêmement inquiets à l'USREC. Et on a un socle social qu'on a défini. Pour nous, il y a 4 aspects qu'il faut couvrir à travers ces aides qui ne sont pas couverts. C'est-à-dire le logement, c'est important, et je voudrais en parler après. Le transport, c'est aussi quelque chose de fondamental, et c'est un outil de désenclavement pour justement permettre une croissance du pays, pour que les personnes puissent se déplacer, puissent aller travailler, puissent aller à l'école, puissent se soigner. On a vu les difficultés que ça a été quand il y avait... C'est extrêmement important. Je vous donnerai des chiffres clés pour bien argumenter ce que je suis en train de dire. Ensuite, une fois qu'on a fait ces deux, il y a la santé. Bon, je suis moins inquiet sur la santé parce que c'est quand même dans le... Bercy s'est bien saisi du dossier. Donc... je pense que des solutions vont être trouvées, même si elles vont être difficiles. Donc déjà, si on arrive à couvrir ça, et après, il y a le pouvoir d'achat. Oui, parce que et donc on a commencé à en parler, c'est que les aides arrivent au compte-gouttes. Donc on n'a aucune visibilité et aucune projection. Et donc qu'est-ce qui se passe? Les gens n'arrivent plus à se projeter, les investisseurs n'arrivent plus à se projeter, les Calédoniens n'arrivent plus à se projeter, et donc on arrive dans des scénarios qui ne sont pas acceptables et souhaités par les Calédoniens. Oui, il y a une forme enfin, tout le monde est réticent, en tout cas, à consommer, parce qu'on ne sait pas de quoi ça sera fait demain, quoi. Je ne sais pas, c'est pas audible. À un moment donné, quand vous dites aux Calédoniens, je vais pouvoir te payer jusqu'en décembre, et après, je ne sais pas, je crois que c'est le pire des scénarios qui puissent se produire pour une famille. Tu es au chômage, parce qu'il y a des familles qui sont au chômage depuis le début. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés direct dans le tronc commun. Ça s'arrête là, décembre, janvier. Quid de l'après? Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. Aucune visibilité qui est donnée ni par parce qu'il y a quand même une responsabilité collective dans tout ça. Donc il n'y a aucune visibilité donnée par le gouvernement calédonien et par l'État. Je rappelle quand même qu'il y a d'abord une responsabilité politique dans tout ça. Je tenais à le rappeler quand même aujourd'hui. David ? Oui, il y a un point qui est... voilà, il faut bien différencier les différents circuits et les différents interlocuteurs. Monsieur Burette vient de parler de comment sauver la Nouvelle-Calédonie, les institutions de la Nouvelle-Calédonie, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et le service public de la Nouvelle-Calédonie. Et nous, c'est vrai qu'on est aussi sur la partie comment sauver les entreprises, comment sauver l'emploi et les compétences. Et ce sont deux circuits qui sont différents. Et on voit bien que parfois, au début, donc l'État nous a aidés, nous, directement, à travers le FSE, à travers le chômage partiel qu'il a financé. Et parfois, il vient abonder auprès des collectivités. Et ce que nous, on dit à l'État, et ce que j'ai eu l'occasion de dire au ministre des Outre-mer, c'est que ce sont deux flux qu'il ne faut pas opposer. L'un a besoin de l'autre. On a besoin que les priorités, les secteurs essentiels d'une société puissent fonctionner, l'éducation, la santé, la protection sociale, les transports, qui puissent faire communauté et qui puissent permettre à la société de fonctionner. Mais on a aussi l'autre flux, on a besoin que les entreprises puissent continuer à vivre aussi parce qu'elles font partie des organes vitaux de la Nouvelle-Calédonie et d'une société. Moi, je rappelle que
Une entreprise, c'est quand même un outil merveilleux de vivre ensemble, de faire ensemble, d'acquisition de compétences et, j'ai envie de dire, c'est probablement un des outils les plus efficaces dans la réduction des inégalités et l'accès à la prospérité de tous. Donc c'est pour ça que la CCI a eu un discours très ferme vis-à-vis de l'État notamment. On ne peut pas dire un coup on va aider les entreprises, ensuite on vous a suffisamment aidé, on va aider les collectivités. Non, c'est l'un et l'autre. Il faut que ce soit fait en commun, quoi. Donc on dit exactement la même chose, sauf que moi je ne m'inscris pas dans le même pas de temps. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les entreprises, pour se relever, puisque l'outil productif a été complètement détruit, il faudra un certain temps. Ça serait vendre du rêve de dire demain, je reconstruis une entreprise. C'est notre envie à tous, que de claquer les doigts et que ce soit réglé. Ce serait moi, je n'ai pas la baguette magique. Peut-être que certains l'ont. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des urgences sociales. C'est ça que je dis, en fait. Et pour pouvoir pallier à ces urgences sociales, il faut une aide massive de l'État. Il n'y a pas d'autres alternatives. Et ensuite, ça reprendra son cours, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, et on n'aura plus besoin. Et on sera autonome de nouveau, comme on l'était avant le mois de mai. C'est ça que je dis, en fait. Et aujourd'hui, les urgences sociales ne sont pas couvertes. Mais justement, pour revenir à l'État, François-Noël Buffet, donc le ministre des Outre-mer, je le rappelle, a dit une garantie de l'État d'un montant de 60 milliards de francs inscrit en loi de finances pour 2025. C'est une annonce qui a été faite. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est suffisant? Déjà, expliquez ce que ça veut dire. Alors, on va revenir sur le déplacement donc, du ministre de l'Outre-mer et des annonces qui ont été faites. Sans vouloir tirer à boulet rouge sur l'État, et ce n'est pas le cas, nous avons été quand même particulièrement déçus de ce déplacement et des annonces qui ont été faites. C'était un déplacement qui était extrêmement attendu par les entreprises. C'était un déplacement au cours duquel on s'attendait, pas à des miracles, parce qu'on connaît la situation budgétaire de la France, mais on s'attendait à un minimum d'annonces. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu 2 annonces. Le financement du FSE sur le mois d'août, merci, on le savait déjà. Et la prolongation du chômage partiel pendant 2 mois, on le savait déjà, et un prêt de 60 milliards. Un prêt de 60 milliards qui vient en fait, c'est le véhicule juridique pour les 60 milliards qui ont déjà été versés à la Nouvelle-Calédonie. Ce n'était pas 60 milliards supplémentaires. Donc on a compris qu'à l'occasion de ce déplacement, on n'aurait pas grand-chose. Et là, il y a eu un peu de déception. Et encore une fois, ce n'est pas pour tirer à boulet rouge sur l'État qui a aussi ses problèmes, mais pour compléter les propos de Jean-Marc, il y a une urgence sociale qui ne se négocie pas. Ça, c'est pour vous, l'État n'en a pas conscience ou c'est un manque de moyens aussi? Quel est pourquoi cette réaction? Pourquoi ces annonces? C'est pas un manque de compréhension? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'ils en ont bien conscience. Il y a peut-être vous savez, nous, on dénonce la méthode, en fait. On est dans une méthode très verticale. On a l'impression d'être dans un tableau Excel. Voilà, et qu'on aligne des chiffres et on regarde si ça rentre dans les cases ou pas. Aujourd'hui, ça ne rentre pas dans les cases. Sauf que je rappelle quand même, il y a une responsabilité collective sur la situation calédonienne et l'État a sa part à prendre. Et là, l'État ne prend pas en compte, à mon sens, suffisamment l'aspect social. Vous avez des sentiments qui votent en touche? Je pense que la difficulté de l'exercice, c'est que nous, par exemple, le monde économique, on dit, oui, il y a cette urgence et sociale, elle ne se négocie pas parce que la détresse des Calédoniens doit être accompagnée. C'est le rôle de notre société et ce sont les valeurs de notre société. Pour autant, on dit que avant les émeutes, déjà toute l'organisation institutionnelle et publique de la Nouvelle-Calédonie n'était pas efficace. Qu'elle nous coûtait trop cher, avec le service rendu en détail, parfois en face, qui était à discuter. Et en fait, aujourd'hui, on a cette obligation de réformer le secteur public. On a cette obligation, et c'est là qu'on va peut-être choquer M. Burette, de réduire drastiquement les dépenses publiques. Alors, ce n'est pas tout de suite, mais d'avoir un engagement de devoir le faire. Parce que ça veut dire quoi? Les dépenses publiques, ça veut dire demain de la fiscalité, ça veut dire demain, encore une fois,
accepter une inefficacité de notre système public. Et aujourd'hui, on n'a plus les moyens nous-mêmes d'avoir une Nouvelle-Calédonie comme avant. Donc ces réformes, elles sont importantes. Et c'est là que l'État, d'un côté, il dit moi, je veux bien vous aider, mais engagez-vous sur des réformes. Nous, on dit nous, on veut bien des réformes, mais il faut qu'on vive, qu'on survive. Donc c'est cette temporalité à organiser que, pour le moment, on n'arrive pas à faire. Et sur lesquels les collectivités calédoniennes ne se sont pas encore engagées. Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'il va falloir un effort commun, concrètement, de la part des Calédoniens ? Je pense que c'est certainement dur pour les Calédoniens d'entendre dans cette période qui est déjà tellement difficile, de se dire qu'il y a un effort concret à faire. Ça va être un effort, Jean-Marc Burette. Alors, effectivement, il y a des choses qui font mal aux oreilles quand j'entends un certain nombre de choses. Moi, ce que je dis, lui, c'est qu'on est prêt à tout regarder, à condition que ça amène une réponse globale. Je vais vous donner un exemple. Parce que je vois que le temps passe et que quand même il faut que je pose un certain nombre de sujets. Le logement. On nous dit il faut déplafonner les IRL, parce qu'aujourd'hui elle est plafonnée à 2%. Pourquoi pas ? C'est quoi la situation aujourd'hui ? La situation aujourd'hui, c'est que les gens ne peuvent plus payer un loyer, que ce soit dans le privé ou dans le social. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Soit ils partent du territoire, pour certains, ceux qui ont cette possibilité, ou alors qu'est-ce qu'on fait ? On part dans la famille, on retourne en squat. Est-ce que c'est une solution sociale acceptable ? Est-ce qu'on doit accepter ça ? Et on nous dit, derrière, si vous ne réformez pas, on ne vous aide pas. Moi, ce que je dis, on a une situation de crise. Pourquoi, dans ce cas-là, on ne dédie pas un fonds qui, au départ, est injecté par... C'est des exemples que je donnais, injecté par l'État, pour couvrir justement les familles qui se retrouvent en difficulté de paiement de loyer. Et ensuite, on cherche une solution pour l'auto-alimenter, dans une fiscalité quelconque ou dans un fonds de soutien quelconque. Pourquoi pas ? Donc on a ça à traiter, parce que tout le modèle économique du logement social il est pas viable depuis des années et des années et des années. C'est pas la crise a révélé des choses en fait. Oui, sauf que on faisait de la cavalerie en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'on était plutôt à flux tendu sur la trésorerie. Et là, du fait qu'il y ait le choc, il n'y a plus de trésorerie en fait. Et on s'en rend compte maintenant. Est-ce que c'est entre guillemets une opportunité un peu de revoir un peu les choses, de réformer peut-être, en tout cas de... Mais c'est pour ça que nous, les soins qu'on dit, on n'est pas fermés à ça. Mais à condition que ça amène une réponse globale. Là, on nous dit, il va falloir mettre un petit peu plus de TGC. On nous parle de 1 point. Alors, demain, ça va être 2 points. On nous parle, il faut mettre un peu de CCS. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais le pouvoir d'achat, c'est quand qu'on en parle ? C'est-à-dire qu'on va augmenter toutes les réformes fiscales, mais à côté de ça, le prix à la consommation, lui, il ne descend pas. Donc c'est quoi ? Baisser les prix ? Peut-être trouver des solutions et voir le schéma économique qui soit un petit peu différent. C'est ça qu'on appelle une réponse globale. Le transport. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait sur le transport ? On a tout fait peser à l'usager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un billet, que vous fassiez 100 mètres, 200 mètres ou 1 kilomètre, c'est 500 francs. Parce qu'on fait tout peser à l'usager. Est-ce qu'on peut faire autrement ? Bien sûr qu'on peut faire autrement. Nous, on a fait des propositions, on revient d'un séminaire au MEDEF, même si on est en opposition. On peut faire autrement. Nous, on a des choses à proposer. Sauf qu'il faut la volonté. Qu'est-ce qu'on va vous répondre ? Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment de le faire, c'est la crise. Nous, on ne dit pas qu'il faut le faire maintenant. On dit qu'il faut réfléchir à des solutions. C'est 2 temporalités différentes. Là. Oui. On revient toujours sur mes 2 temporalités. Mais en tous les cas, on ne peut pas tout faire peser aux Calédoniens qui, aujourd'hui, n'ont plus rien. Qu'est-ce qu'on va aller leur prendre ? Ils n'ont plus rien. On baisse les retraites, on baisse les salaires. Il y en a qui n'ont plus de salaire. Ils n'auront plus de chômage partiel. Donc nous, ce qu'on dit, il ne faut pas de rupture dans tous ces dispositifs. Parce que c'est bien beau de nous dire, et l'État, c'est ce qu'il nous dit, vous avez un régime fiscal favorable par rapport à la France. Sauf qu'on n'est pas assis sur les mêmes droits. Donc dans ce cas-là, mettez-nous les mêmes droits en face. C'est-à-dire un minimum pour vivre, de façon pérenne. Parce que c'est pas entendable. D'avoir les mêmes droits que ce qu'il y a en France, c'est ce que vous dites. S'ils nous disent la même fiscalité, parce qu'on est trop avantagé sur la fiscalité, dans ce cas-là, mettez-nous les mêmes droits. La balance équilibrée, quoi. Voilà. J'invite évidemment les Calédoniens et ensuite on vous écoute Bertrand Courte. J'invite évidemment les Calédoniens et Calédoniennes qui nous écoutent ou nous regardent à nous rejoindre autour de cette table. Il nous reste encore une petite partie d'émission ensemble, une vingtaine de minutes ensemble. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Au 258, vous pouvez témoigner ou poser des questions. Nous sommes là. NC la première, ligne directe, Géru Chawaya. Bertrand Courte, le vice-président du MEDEF, vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Oui, sur les propos sur vos remarques, ce qu'il faut bien que se rendent compte les Calédoniens, c'est que la Calédonie et les services
qu'offrait la Nouvelle-Calédonie en termes de santé, en termes d'éducation, certains en termes de transport, de logement, d'aide, de dispositifs de solidarité, ça sera différent. La Calédonie d'avant, c'est terminé. On a tiré un trait dessus le 13 mai. Alors, la crise et les événements du 13 mai n'ont pas révélé les défaillances du système qu'on avait déjà. On le savait, on avait déjà le RUAM qui avait des problèmes, les logements sociaux, Jean-Marc en a parlé, on avait Enercal, on avait la santé. Ça a accéléré alors? Non, ça n'a pas accéléré. Ça a été un effet. Ça a été un effet. C'est sûr, ça a un effet booster. Ça a amené une autre crise aussi, une vraie crise économique dans le monde économique avec les entreprises qui ont été détruites. Par contre, ça met aujourd'hui le politique devant l'obligation aussi de faire quelque chose. Parce que la crise qu'il y avait avant le 13 mai, c'est du manque de courage des politiques. Soyons clairs. Si on avait fait les choses dans les temps, parce qu'il y a eu des études, des rapports, il y en a plein les cartons, des beaux rapports. On prend Docamo sur la santé. C'est dans les cartons de 2016. Pas une mesure n'a été appliquée. On le ressort aujourd'hui et on va l'appliquer. On est en 2024. Il fallait le 13 mai pour ça. C'est vraiment dommage de ce côté-là. C'est vraiment dommage de ce côté-là. Mais oui, les Calédoniens doivent être conscients que la Calédonie qu'on a connue, c'est terminé. Il y a une nouvelle Calédonie qu'on va devoir inventer, qu'on va devoir construire. Mais il ne faut pas s'attendre à la même chose. Moi, je pense que l'État et l'ensemble des institutions calédoniennes et d'ailleurs l'ensemble des partenaires socio-économiques doivent aujourd'hui avoir une priorité, c'est l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. C'est faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie, elle puisse être un vrai espoir pour ceux qui restent, parce que je rappelle que la CCI prévoit 10 000 départs nets en 2024, après 18 000 départs nets entre 2014 et 2023. Donc il faut que cette Nouvelle-Calédonie soit attractive. Attractive, ça veut dire quoi ? Il faut qu'on ait de la sécurité, il faut qu'on ait de la santé, il faut qu'on ait de l'éducation, il faut qu'on ait du pouvoir d'achat, que les uns et les autres vivent dignement, et il faut qu'on ait une économie qui permette de préparer la Nouvelle-Calédonie à construire sur ses acquis, sur ses forces, par exemple le nickel, mais aussi à muter son économie à travers l'énergie, par exemple, à travers le tourisme, il faut qu'on en parle aussi. Mais sans cette attractivité, sans cette capacité à accepter des compétences pour reconstruire la Calédonie, on ne va pas s'en sortir. Les 10 000 personnes qui vont partir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une baisse de consommation qu'on estime à environ 50 milliards cette année. Sur ces personnes, ça veut dire une baisse de la fiscalité, ça veut dire une baisse des cotisations sociales. Et en fait, chaque jour qui passe, il y a vraiment cette urgence que mentionnait M. Courte du MEDEF. Chaque jour qui passe, on a 30 Calédoniens qui partent. Et plus on attend, plus la situation est compliquée et plus on risque l'effondrement systémique de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur Courte, oui. Lors du séminaire, là, on a fait 2 jours avec le gouvernement sur le PS2R. Qui prévoit sur 4 thématiques un certain nombre de mesures et de réformes qu'il faut engager dans la durée. Je crois que même sur 3 ans, ils envisagent de tout réaliser. Bon, on attend de voir comment ça va se réaliser concrètement. Mais il y a un point qui avait été soulevé et qui est un peu tabou en Calédonie au niveau politique, mais qui a été relevé plusieurs fois par des politiques indépendantistes. C'est de faire le constat qu'en Calédonie, on n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux pour avoir une économie autosuffisante. Je vais même dire qu'on n'est pas assez nombreux pour avoir une économie indépendante. Le minima, il faut que la Calédonie accueille des gens, des compétences, des consommateurs, pour pouvoir élever le niveau de vie général, pour pouvoir qu'il y ait des gens qui cotisent plus pour la retraite, qui cotisent plus pour le régime de santé. Il faut qu'on arrive, il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut à minima qu'on soit 500 000 en Nouvelle-Calédonie. Si on peut faire toutes les mesures possibles et les réformes, aussi bonnes qu'elles soient, bien appliquées, si on n'est pas plus nombreux en Calédonie, nous n'y arriverons pas. C'est clair. C'est vrai qu'on revient souvent à cette question. Je rebondir sur ce que dit M. Courte. C'est sûr qu'avec plein d'attention, on peut faire plein de choses.
Sauf qu'aujourd'hui, on a une réalité de la vie des Calédoniens. C'est ça que moi je dis. Donc ça fait des décennies qu'on entend parler de ça. Il faut plus de monde, il faut ceci. Il faut trouver des solutions pour le nickel. Aujourd'hui, on fait quoi? C'est ça la vraie préoccupation des Calédoniens. Parce que on fait quoi avec ce qu'on a, quoi, en gros? Exactement. Et comment on flèche les aides, en fait? Je veux dire, le transport, 30 000 usagers avant le mois de mai, aujourd'hui, il n'y en a plus que 1500. Des vraies questions, quand même si on a réduit la cartographie de déplacement à 25%, il y a quand même un réel problème. Les enfants ne vont plus à l'école, ne peuvent plus manger à la cantine. Les familles ne peuvent plus payer leur loyer, ne peuvent plus payer l'électricité, ne peuvent plus payer l'eau. C'est ça la réalité du Calédonien. C'est pas de dire, tiens, si on avait fait ça, et si on faisait ça. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour régler les problèmes des Calédoniens? C'est ça que moi je dis aujourd'hui, que je dénonce. La seule réponse de l'État quand le ministre est venu, je vais être généreux, je vais vous prolonger de 2 mois le chômage partiel. Oui, mais ça ne fait que repousser l'échéance, quoi. Mais il y a déjà eu des catastrophes. Les entreprises se sont déjà organisées, les gens sont déjà partis, parce que ça arrive trop tard. Pourquoi on ne nous dit pas, je prolonge de 6 mois? Et au moins, on peut travailler sereinement. Là, on nous bouscule sur des réformes qu'on n'a pas réussi à faire en 30 ans. Et aujourd'hui, il faut les faire en 1 mois. Mais c'est une vaste fumisterie pour nous. Une vaste fumisterie. Et puis quand on va commencer à se mettre autour de la table, va rentrer les jeux. Je ne suis pas d'accord avec le patronat, pas d'accord avec les salariés, puis on va repartir dans... Nous, ce qu'on a dit, il y a eu un report des élections. Il faut mettre cette année à profit. Donc donnez-nous de la visibilité, qu'on soit serein, voilà, pour construire cette année. Parce que si à chaque fois on est préoccupé par un tas d'autres éléments, on sait très bien comment va se passer les élections pour l'année prochaine. Ça va de nouveau être une agitation sans nom. Et en plus, si on n'a pas sécurisé tout l'aspect social, c'est quoi qu'on attend de cette année? Oui, comment on concilie la vision de M. Burette et la nôtre? Nous, monde économique, on a le devoir, 1, d'assurer la survie des entreprises, et 2, de projeter, d'avoir de la visibilité. Parce que sans visibilité, il n'y a pas d'investissement, et donc il n'y a pas même d'engagement à survivre. C'est comme ça, en fait, qu'il faut le voir pour les entreprises. C'est que il y a effectivement un temps, là, où il faut qu'on se pose. Et ce temps-là, il doit être utilisé pour maintenant, et il y a une urgence, dire, voilà, nos engagements en termes de fiscalité, en termes d'investissement dans les secteurs prioritaires, dans les secteurs économiques qui vont porter l'économie de la Nouvelle-Calédonie, en termes de réduction des dépenses publiques, parce que sans ça, on n'y arrivera pas, en termes de formation, en termes de vivre ensemble, etc. Là, ce temps, il faut l'organiser. Et ce temps passe aussi par des politiques qui s'engagent. Et M. Burette a entièrement raison. Dans ce temps-là, il y a des urgences. Et ces urgences, comme on le disait tout à l'heure, elles ne se discutent pas. C'est-à-dire qu'il faut abonder parce que... prendre le temps, ça ne veut pas dire ne pas gérer les urgences. Exactement. Et ça veut dire, là, on a le devoir de financer les urgences. J'ai envie de dire sans regarder. Parce que vaut mieux financer et faire survivre tout un système plutôt qu'ensuite pleurer quand le système se sera effondré. On a une question qu'on s'entend avec le patronat, qu'il est d'accord avec moi, c'est bien. On va applaudir ça. On a une question d'un auditeur, Hulot de Tindu, qui demande pourquoi les grandes entreprises demandent de l'aide à l'État, n'ont-elles pas des assurances? Alors la question des assurances, c'est une grande question aussi. Il y a 2 sujets. Il y a le sujet des assurances, parce que je me suis rendu au MEDEF national, pour justement parler de la question des assurances. Bon, pour être très clair, le MEDEF, il a le cul entre 2 chaises, parce que c'est quand même aussi des adhérents à eux. Nous, on a demandé une procédure accélérée pour la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le délai normal d'un traitement d'un dossier, c'est 2 ans. Voilà, quand ça se passe bien, c'est 2 ans. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un état de catastrophe. Donc, soit on trouve des garanties de l'État, je ne sais pas, il faut trouver une solution. Mais si on veut redémarrer vite et être autonome, comme le disait M. Courte, à un moment donné, les assurances ont une grande partie, une responsabilité sur la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, les assurances, elles sont à 15% à peu près de taux de couverture des sinistres. Oui. C'est-à-dire que sur plus de les 150 milliards de destruction des entreprises privées, les assurances n'ont donné que 18 milliards à peu près, 20 milliards. Et pourquoi? Parce qu'elles sont en retard sur les rapports d'expertise, elles sont en retard sur leur processus, parce que c'est un processus long sur des gros sinistres.
Voilà. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, ces délais-là, on les connaît. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut d'accélérer. Voilà. Les accélérer. Et puis, vous savez, le jeu, c'est aussi de verser le plus tard possible, de gagner c'est le jeu de l'entreprise aussi. Donc il ne faut pas se leurrer. Une assurance reste une entreprise. Donc nous, on les met en demeure quand même. D'essayer d'accélérer 15%, ce n'est pas satisfaisant. C'est ce que je dis. Je ne dis pas d'arriver à 100%. Mais je pense qu'il y a des sinistres qui auraient pu déjà être couverts au moins jusqu'à 30-35%. C'est le minimum qu'on demandait. Et ça participe à la croissance. Et après, il y a un deuxième acteur qui n'est pas du tout au rendez-vous, ce sont les banques. Y compris pour les particuliers. Nous, on se bat. Vous savez, la première fois que j'ai eu une conversation avec l'État, on a toujours parlé des entreprises. Et les particuliers. Eh bien, c'était pas arrivé dans les cerveaux au plus haut niveau de Bercy. Particuliers, ils sont aussi sinistrés qu'une entreprise, à leur échelle. Ceux qui ont des prêts... Comme il disait tout à l'heure, tu perds 30% de ton entreprise, tu perds 30% de ton salaire, c'est pareil. Tu te retrouves dans la même situation qu'une entreprise. Et donc, où sont les banques là-dedans ? Il y a un jeu à faire. Alors, il y a eu un dispositif de crise qui avait été dédié aux banques, le prêt à taux zéro, c'était 26,5 milliards. Ça, c'est insuffisant aussi. Alors, le prêt à taux zéro, ne concernait que les entreprises sinistrées, déjà. Pas les entreprises survivantes, on va dire. Le prêt à taux zéro avait une échéance également très court terme. Je ne sais plus, moi je ne l'ai pas utilisé, mais je crois que c'était quelques mois. C'était juste, en fait, le prêt à taux zéro, c'était juste pour patienter, c'est la même solution, des indemnités de l'assurance. Oui. Voilà, c'est ça que servait le prêt à taux zéro. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on veut pouvoir demain reconstruire, on a besoin de 3 choses. Pas compliqué. 3. Le prolongement des dispositifs d'aide. Ça, notamment, c'est pour l'urgence sociale. Moi, c'est ce que j'appelle le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. On a besoin de ça, inévitablement. D'un accompagnement des assurances et d'un accompagnement des banques. Indispensable. Assurance, banque. Troisième chose, c'est de la visibilité politique, institutionnelle. On a besoin d'un accord politique aujourd'hui. Et c'est là où le monde économique est totalement impuissant. Aujourd'hui, nous, on n'a pas la main dessus, pas du tout. Et notre survie et l'avenir est conditionné à la capacité des politiques à se mettre autour de la table, à discuter et à trouver un accord le plus rapidement possible. Chaque jour qui passe, c'est une journée qui nous rapproche de la fin. Pas de l'espoir. Donc, si on n'a pas ces 3 éléments-là rapidement, ça va devenir très compliqué, la vie en Nouvelle-Calédonie. Excuse-moi, l'accord politique, il vaut aussi pour toute la filière nickel. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un gros pourvoyeur d'emploi. Non, mais on n'a pas le temps de tout survoler, ça passe vite, 50 minutes, c'est ce que je disais. Mais le nickel, c'est quand même 25% du PIB, quand même, qui est en train de s'écrouler. Donc, quand on va commencer à additionner, moi, je veux bien qu'on nous dise que les Calédoniens doivent revoir la copie, réduire leur train de vie, leur niveau de vie. Mais comme je disais, il y a une réponse aussi politique globale, y compris avec l'État. Oui, et pour compléter, si on nous dit que l'accord politique prend plus de temps que prévu, alors quand je dis plus de temps, c'est des mois. C'est-à-dire que le monde économique avait le secret espoir que les uns et les autres, devant l'urgence, pouvaient s'accorder en 2024. J'ai envie de dire, si c'est pas en 2024, c'est début 2025. Mais en contrepartie de notre patience, il faut nous accompagner. Il faut que l'on survive, et la société, donc le filet de sécurité sociale de notre société et les survies des entreprises, et voilà, il faut qu'elles tiennent. Parce que sinon, on n'acceptera pas qu'il y ait autant de procrastination sur le dossier calédonien. Il nous reste 2 minutes ensemble. On a une autre question, j'espère qu'on aura le temps d'y répondre. Pourquoi toujours restreindre les petits dans beaucoup de collectivités ? Il y a beaucoup trop de collaborateurs qui coûtent très cher. Pourquoi ne pas réduire leur nombre ? Qu'est-ce que vous pensez de cela, messieurs ? Moi, en tant que syndicaliste, et je défends cette position, c'est qu'à un moment donné, l'effort, s'il doit être consenti, il doit être, comme je le disais tout à l'heure, global et aligné. Et on le voit dans beaucoup d'entreprises, on garde souvent les cadres supérieurs, les membres du comité de direction,
Et à partir des agents de maîtrise, des employés ouvriers, là, on a l'impression que c'est là qu'il faut délester la machine, quoi. Non, s'il doit y avoir un accord, c'est global. Et donc, à un moment donné, c'est valable pour tout. C'est-à-dire qu'il faut avoir... Pour tous, quoi. Voilà. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle la justice sociale et l'équité sociale. Il nous reste une petite minute. Bertrand Courte, vous voulez répondre peut-être ? Non, peut-être un dernier petit mot après. Oui, alors, moi, très rapidement, la CCI a obtenu une solidarité des autres CCI de l'Hexagone et des Outre-mer, 400 accompagnements spécialisés qui se valorisent à 50 millions CFP. Aujourd'hui, on a 144 entreprises qui en ont bénéficié. Ça veut dire qu'il y a encore de la place. Les entreprises qui pour n'importe quelle raison sociale, droit social, comptabilité, réorganisation de leur entreprise ou accompagnement sur les assurances, il faut venir nous voir. Il reste 30 secondes, Bertrand, si vous y arrivez. Le dernier petit mot. On va quand même donner une petite note d'espoir et d'optimisme quand même. Finissons avec ça, c'est bien. Ouais, non, mais c'est bien, il faut garder espoir, parce que la Calédonie est quand même un pays absolument fabuleux. Il y a un énorme potentiel, il y a des gens de grande qualité, une population qui est de manière générale chaleureuse. Donc on a tous les ingrédients normalement pour pouvoir se redresser et poursuivre. Donc on y croit. Voilà, ce sera le mot de la fin, on y croit. C'est la première. Ligne directe, 11h midi, Jerusha Waya.